Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire du mois de juin. Comme vous avez peut-être constaté, au mois de mai, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos de ma part. Les derniers mois ont été difficiles au niveau de la santé, donc ça s'est fait ressentir sur mes lectures. J'ai priorisé le sommeil à la lecture et à écouter des émissions et toute autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu plusieurs vidéos au mois de mai, mais j'ai continué à lire quand même tout doucement. Là, je retrouve un bon rythme, je réussis à lire un petit peu à chaque soir, donc ça va mieux. Je vous dirais pas que la pile à lire du mois de mai que j'ai faite est complètement lue, mais c'est pas si mal. Et celle du mois d'avril aussi, là, j'y vais un petit peu par-ci par-là lorsque j'ai des petits moments ou lorsque ça me tente de dériver un petit peu de ma pile à lire actuelle. Mais donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une toute nouvelle pile pour le mois de juin. Les dernières années, pour le mois de juin, j'avais élaboré un concept qui se nomme « Mets du bleu sur ta palle ». Il m'était venu cette idée suite au grand succès du 12 août, j'achète un livre québécois, parce que je me disais, c'est vraiment le fun d'acheter québécois, mais est-ce qu'on pourrait lire québécois aussi? Parce que nous qui sommes des grands acheteurs-acheteuses de livres, ou des grands consommateurs, consommatrices, des grandes consommatrices, on sait très bien qu'on ne lit pas nécessairement ce que l'on achète. Et si nous, en tant que grandes lecteurs, lectrices, ben, on est comme ça. Je me disais que monsieur, madame, tout le monde aussi, qui achète un livre juste le 12 août, probablement qu'il ne l'a pas lu, son 12 août de 2018 encore. Donc, c'était comme mon idée au travers de tout ça. Je voulais peut-être faire une vidéo explicative de pourquoi je le faisais pas, mais finalement, bon, hein, le temps et l'énergie m'ont manqué. Et aussi, le deuxième malaise, en fait, c'est le premier, il n'y a pas de deuxième malaise par rapport à ça. Ben, par rapport au fait qu'on achète mais qu'on lit pas, bon, c'était pas un malaise. Mon premier malaise, ou un malaise que j'avais par rapport au mets du bleu sur ta palle, c'est arrivé très en même temps. En juin, je lis autochtone. Donc, j'ai parti Mets du bleu sur ta palle, puis je sais pas si c'est l'année même ou comme l'année d'après, il y a eu en juin, je lis autochtone. Puis c'est pas des sujets qui sont contraires, donc on peut lire québécois et autochtone, mais j'avais tellement l'impression qu'il n'y avait pas grande tribune pour lire autochtone que je voulais pas mettre de l'ombre sur ce mouvement-là. Donc, à chaque année, j'essayais de l'intégrer dans une catégorie, mais c'est sûr que ça restreint les choix lorsque il faut que ça soit quelqu'un du Québec et autochtone. Tu sais, parce qu'il y en a au Canada, il y en a ailleurs. Donc, ouais, c'était comme un petit malaise que j'avais. Je voulais vraiment pas mettre de l'ombre sur je lis autochtone. Là, je dis ça, mais ma pile à lire cette année, elle est comme 100% québécoise et pas du tout autochtone. Je suis à fond dans le gala du roman québécois et donc, c'est ça. J'ai loué plein de livres pour le gala, des livres qui ont été lus, des livres qui n'ont pas vraiment été lus, que j'ai pas vu d'avis peut-être ou que j'en ai vu, mais que je veux me faire ma propre opinion. Donc, c'est ça que je vous présente aujourd'hui. C'est pas mal ça mon focus pour le mois de juin, d'en lire le plus possible, de continuer à diminuer ma palle aussi en même temps et d'autres petits projets dont je vais vous parler. Je vais vous reparler d'un livre que je vous ai parlé au mois de mai, mais je vous ferai pas le gros résumé tout ça, simplement pour dire que finalement, Sylvain Desmenti, avec son club Desmenti, au mois de juin, on va lire Match de Lily Boisvert. Donc moi, je pense que d'ici une semaine, là, je filme ça un petit peu en avance. Je devrais l'avoir lu, c'est mon objectif, après le livre que je suis en train de lire maintenant, de lire Match. Donc, c'est sûr que je vais l'avoir lu pour le mois de juin. Mais si vous voulez embarquer avec nous pour la discussion lorsqu'on va faire le live sur sa chaîne, on va lire Match de Lily Boisvert. Donc, puis si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous en avais parlé lors de ma palle du mois de mai. Toujours avec mon ami Sylvain, on a décidé de partir un projet de longue haleine qui va nous durer combien de temps? 5, 10 ans, qui sait?
On a décidé de lire tous les gagnants des prix des libraires depuis l'année que ça a commencé. Je me souviens plus, je pense que c'est 1994. Là, je dis ça là, au pif. Et le premier roman qui a gagné, c'est Homme invisible à la fenêtre de Monique Proulx. J'ai déjà lu cette autrice il y a quelques années avec un livre qui était pas beaucoup plus récent que celui-là. 93. Ah, j'imagine que ça doit être ça, 94. C'était Le sexe des étoiles et malgré que ça avait beaucoup d'années, je trouvais que ça clashait pas tant que ça, que ça avait pas si mal vieilli que ça. Et elle a sorti un livre l'année dernière, quelque chose par rapport à la lumière. Enlève la lumière, je vous mets la couverture ici. Et j'ai entendu des très bons commentaires sur ce roman-là aussi. Donc, je suis très heureuse et très enthousiaste à la relire, Monique Proulx. Donc, ici, que fait-on quand on est invisible, quand on traîne avec soi un corps anormal, un corps que personne n'ose regarder en face? On peint si on a la chance, comme Max, d'être peintre. On tente de voler au modèle leur âme et peut-être aussi leurs jambes. On apprend si bien à écouter les autres que bientôt, tous les éclopés de la planète viennent dans notre atelier se libérer de leur amour meurtri. On est tranquille quand on est invisible. Plus besoin de vivre puisque les autres le font pour nous. Mais tout à coup surgit dans la fenêtre d'en face une femme qu'on a connue, qu'on a aimée et qui nous entraîne là où on ne veut surtout pas retourner. Comment fait-on alors pour demeurer invisible? Et là, des thématiques très intéressantes, puis des visions très originales, donc très hâte de commencer ce projet-là. En mai, je vous avais parlé de plusieurs livres coup de cœur de gens de BookTube Québec que je voulais lire. Et il y en a un que je n'avais pas reçu encore, donc je vais le mettre pour ma palle du mois de juin. Ce n'est pas un Québécois, c'était un coup de cœur de Salomé, les Bibliophonies de Salomé, et peut-être même de Sous le ciel aussi, parce que je sais qu'il y avait une couple de coups de cœur qui étaient conjoints. Donc, Absolu, les mobilisés de Margot de Seine. On est dans la dystopie et ce que j'ai entendu, c'est que ça sonne, c'est aussi bon que comme Hunger Games, tu sais, ou presque, là. Ça nous fait revivre ces bonnes années où on avait de la dystopie, de la science-fiction peut-être, ouais. Et c'est ça. Donc, jeune adulte comme ouvrage et un premier tome d'une série. Entrer dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Amies depuis l'enfance, Prime et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Érith, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est jamais ressorti. Pour Prime et Johanna, c'est un grand honneur. Un sentiment que ne partage pas Édouard, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Donc, puis je pense que le deuxième tome, il est déjà sorti, puis je sais pas si c'est une trilogie ou dans ces eaux-là. Donc, bien hâte de découvrir cet ouvrage qui en a plus d'un. Par la suite, Fanny Rainville, c'est une autrice que je voulais découvrir. Les Insoumises a eu un petit buzz sur les réseaux sociaux lorsqu'il est sorti. Il y avait des super bonnes critiques. Et lorsque j'avais entendu parler un petit peu de ce livre-là, il y avait des sujets qui m'interpellaient beaucoup. Donc, Isabelle Parent et moi, on a décidé d'en faire une lecture commune au mois de juin. Un drame est évité de justesse à la maison de naissance Grand Ours. Sage-femme, ça me parle. Céleste, la sage-femme, présente cette nuit-là, père-pied. Elle ne se doute pas que cet événement bouleversera non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qu'elle aime. Dans ce roman naviguant entre présent et passé, le destin de 3 sages-femmes et d'une Algérienne sans papier s'entrelace en laissant une marque indélébile dans le parcours de chacune. Amel s'expatrie pour rejoindre son amoureux. Isabelle peine à quitter un mariage qui ne lui convient plus. Margot entame la plus grande bataille de sa vie et Céleste décide d'assumer pleinement son statut d'insoumise. De Montréal à Alger, les voix de ces femmes résonnent avec violence, tendresse et authenticité.
Il y a quand même plusieurs points de vue, j'espère que ça me freinera pas dans ma lecture, mais j'ai très hâte de découvrir cette autrice et j'ai tellement l'impression que ça va fonctionner que j'ai loué son deuxième roman qui est éligible pour le Gala du roman québécois qui a été publié en 2024, Le Chant des Braises. On est en 1948, deux femmes subséquentes anéantissent les rêves d'Adéline, condamnant au passage les femmes de s'aligner. 1980, Monique gère un dépanneur de banlieue tout en essayant de se libérer d'une relation toxique. 2006, à peine diplômée en théâtre, Viviane apprend qu'elle est enceinte de l'homme qui vient de la quitter. 2027, Blanche doit faire un choix déchirant entre ses convictions et son ambition. Une saga familiale à la fois intime et puissante qui explore les relations mère-fille, la soif de réussite et le rapport au corps sur 4 générations. Encore là, ce qui me fait un petit peu peur, moi, c'est l'aspect des 4 générations. J'ai tendance à avoir de la difficulté à m'attacher au personnage. Je suis tellement curieuse que je vais l'essayer. On continue avec des candidatures éligibles au Gala du roman québécois. Un premier roman pour Anya Noustri, une autrice que j'ai lue dans plusieurs recueils de nouvelles mortelles, capillaires. Puis Cruel, ça je me souvenais pas qu'elle avait écrit une nouvelle dans Cruel. Oui, c'est ça, c'était marqué ici. Je me souviens pas de sa nouvelle, ça fait un petit bout que je l'ai lu celui-là. Puis j'ai pas lu Peste puissante, mais c'en est un qui m'interpelle aussi. Il y avait des nouvelles que j'avais beaucoup aimées d'elle, donc on m'a jeté l'œil, c'est son premier roman. Et il y a quelques personnes qui l'ont lu dans notre petit groupe et les critiques sont bonnes pour l'instant. Donc je me suis dit que je n'allais pas bouder mon plaisir et que j'allais embarquer moi aussi pour découvrir cette autrice-là. En même temps, je me suis dit peut-être qu'elle va être nominée pour les rendez-vous du premier roman. Ça pourrait être très intéressant comme candidature. Pour résister à l'assimilation, la protagoniste de ce roman se tourne vers les superstitions et rituels qui lui sont transmis par les femmes de sa famille, un legs intergénérationnel complexe, parfois dur et contradictoire, empreint d'un amour aussi tendre que brutal. Prise entre le rêve de se purifier et le désir d'indépendance, elle récupère les paroles et les enseignements de son entourage pour proposer des fragments faits de voix qui s'entrechoquent à la jonction de plusieurs cultures où cohabitent les rites païens, les traditions religieuses et les coutumes occidentales dans un extraordinaire métissage linguistique en français, en derja, en kabyle, en anglais, en créole et en verlan. La narratrice exprime comment il peut être déchirant d'appartenir à des communautés qui, dans leur croisement, multiplient les points de rupture. Autre roman qui a été publié en 2024 qui correspond très bien à tous nos critères. J'ai lu le premier roman de cette autrice, Virginie de Champlain. Il se nomme Les Falaises, que j'avais lu dans le cadre des rendez-vous du premier roman. Et malgré que c'était un roman très atmosphérique, axé sur l'ambiance, j'ai des bons souvenirs de ce roman-là. Ça m'avait habité puis ça avait fonctionné, donc elle a définitivement un talent. Et je pense que ici, ça pourrait fonctionner avant de brûler. On est dans du post-apocalyptique. J'aime ça. Là. Il y a plein de femmes qui ont écrit sur du post-apocalyptique cette année. Là. Ça me parle. Ça me fait mal, mais ça me parle. Quand vient l'effondrement du monde, sous l'effet des déluges, des canicules et des incendies, deux femmes se rencontrent dans une forêt que les loups ont reconquise. L'une a trouvé refuge avec un compagnon d'exil dans une maison isolée. À l'autre, il ne reste que ses 3 jeunes enfants épuisés, à qui elle veut offrir un lieu où aspirer à plus que se détruire encore. Toutes deux ont en commun des histoires qu'elles ne sont pas prêtes à raconter. Lors de leur marche en forêt, les deux femmes sont protégées par une biche à l'esprit calme qui les suit dans leur déplacement. La bête va et vient entre leur abri et la clairière aux cadavres. Elle est la dernière de son espèce et c'est le cataclysme qui va causer leur perte. Dans l'urgence d'une langue orale et indocile, Virginie de Champlain imagine une post-apocalypse féminine où l'on recueille le présent dans ses plus subtils détails, la profondeur des bleus de la rivière, la texture des premiers bourgeons, les effets de la lumière sur les feuilles des arbres. Très hâte, je me le suis acheté dans une petite faiblesse lorsque je suis allée à la librairie. Donc,
Donc, il y avait plusieurs choix, puis là, j'ai très bien suivi les nouveautés qui sont publiées et je me suis tournée vers celui-là. J'ai entendu des bons commentaires, mais j'en ai pas entendu tant que ça. Donc, je me suis dit que j'allais moi-même me faire mon propre avis et si je trouve ça délicieux, le mettre de l'avant. Ben oui, je n'ai jamais lu Catherine Mavrikakis. Son nom m'est très commun, mais ses écrits pas tant que ça. Donc, j'ai loué sur les hauteurs du mont Taureau, puis je vais découvrir avec cet ouvrage-là de que c'est que ça parle et de qui c'est que cette personne et si ses écrits me plaisent. Baigné par un soleil couchant de juin, oh, fun de lire un livre qui est en juin, lorsqu'on est en juin, qui n'en finit plus de jouer à cache-cache avec la cime des monts alentours. La route qui mène vers Taureau Heights est somptueuse. Les sœurs Leroy, Merline, Alexandrine, Léonie et Rose remarquent pourtant à peine toute cette beauté. La plus jeune, Rose, est atteinte d'un cancer qui ne laisse malheureusement aucun doute quant à une issue funeste prochaine. Toutes les quatre ont pris la décision de se rendre dans la clinique de la Dr Gardner afin de faire des derniers jours de la Benjamin un moment grandiose de créativité. Ok, je savais pas où est-ce que ça s'en allait, mais je m'attendais pas à ça. Dans ce lieu paradisiaque, entre paysages escarpés et vues spectaculaires sur l'océan Atlantique, une équipe attentionnée de soignants et d'artistes internationaux a tout prévu pour que les moribonds conçoivent une œuvre ultime avant de rendre leur dernier souffle. À la clinique de la grande Clarissa Gardner, reconnue dans le monde entier pour ses travaux sur l'approche de la mort, on s'enorgueillit de triompher de l'agonie et du deuil par la pratique artistique. Avec ce roman lucide et sans pitié, Catherine Mavrikakis interroge l'orgueil démesuré de ses contemporains, la vanité de la création et les questions douloureuses de la fin de vie. Très, très intéressant. Tu sais, je l'ai loué parce qu'il faisait partie de la liste, mais là, j'ai de l'intérêt. J'ai loué aussi Parabellum, roman de Marc Ménard. Alors, il n'y a pas grand-chose ici. Celui-là, pourquoi je l'ai choisi? Tête première, il n'y avait pas beaucoup de critiques aussi sur cet ouvrage-là, donc je voulais, moi, en faire une si j'en voyais pas beaucoup passer. Puis d'ailleurs, je le réitère, mais tout le monde est invité à faire partie du Discord. Je sais que c'est pas la plateforme que les gens connaissent le mieux et aiment le plus, mais c'est la seule qui fonctionne en sinon, il aurait fallu que je crée un site web, mais qui correspond vraiment à comment je voulais que le tout soit organisé. Donc, tu sais, il y a comme un onglet pour tous les titres qui ont été publiés où les gens peuvent mettre leur propre critique puis avoir des échanges sur ce livre-là. Puis on a un Excel à part avec la liste de tous les livres publiés ou qui seront publiés cette année et on met notre nom à côté pour dire si on recommande que ce roman-là passe à la prochaine étape ou pas. Donc tout le monde est invité, n'hésitez pas, écrivez-moi un petit message si vous lisez des romans publiés dans l'année, si vous êtes intéressé à en lire, même si vous en lisez qu'un seul, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas personne qui va vous dire tu dois lire ce livre-là, c'est vous qui faites ça de bon cœur, puis si vous en lisez déjà, ben ça ne vous fera pas une double tâche, puis ça va nous donner des avis qui sont, ma foi, très importants. Donc, Montréal 1937, à la fois suspense noire et drame historique, Parabellum nous entraîne dans un univers lourd de menaces pour le jeune Stan, qui tente de tracer son chemin dans une société à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Je me souvenais pas que ça parlait de ça non plus. Donc, ça risque d'être intéressant parce que j'aime souvent les romans avec une petite saveur historique. Le dernier que j'ai dans mes mains, c'est le roman de ma mère de Lucette Larouche. Celui-là, c'est un premier roman aussi, premier ouvrage. Donc, il pourrait possiblement être nominé pour les rendez-vous du premier roman, qui sait. Je ne l'ai vraiment pas vu passer, donc j'étais curieuse. Oh mon Dieu, c'est écrit gros, ça va se lire super rapidement. Québec-Amérique. Donc, puis dernièrement, j'ai trouvé une petite pépite en lisant les ouvrages sur notre liste du Gala du roman québécois. Donc, on dirait que ça me donne vraiment envie de trouver d'autres pépites dont personne ne parle. Odile a tout fait pour ne pas connaître le même sort que sa mère, Evelyne. Pas question d'être enchaînée à un mari et à une douzaine d'enfants, mais que c'est-elle vraiment de la vie d'Evelyne? À 78 ans, la mère se raconte à sa fille aînée, maintenant prête à l'écouter. 1940, Evelyne déménage avec sa famille sur une ferme isolée du lac Saint-Jean. C'est proche de mon hood, ça! Afin que ses frères échappent à la conscription.
Les bons partis sont rares aussi quand elle rencontre Thomas, un beau jeune homme sérieux. Elle accepte de l'épouser même si elle n'en est pas amoureuse. Elle trouve néanmoins son bonheur, surtout lorsqu'il s'installe au camp de bûcherons que gère Thomas. Mais l'alcoolisme de ces derniers et les grossesses à répétition bouleverseront l'équilibre, transformant Evelyn en épouse asservie et résignée. Avec sensibilité et délicatesse, le roman de ma mère raconte une famille et une époque. Au plus près de la vie des femmes, ce beau récit nous rappelle qu'il n'y a pas longtemps qu'elles peuvent choisir leur destin. Mon Dieu, ça a l'air touchant. Le dernier sort vraiment du cadre de tout ce que je vous ai présenté, mais c'est que j'ai vu la comédie Hair, genre l'été passé. J'ai tellement tripé, donc je voulais lire des ouvrages qui se passaient dans ces mêmes années-là. Puis c'est ça, autour de la guerre du Vietnam. Donc, j'ai 3 ouvrages, mais le premier, c'est celui de Kim Thuy, M. J'ai lu plein d'ouvrages de Kim Thuy déjà, mais je n'ai pas lu celui-là. Puis, vu qu'il fonctionnait avec mon concept, vous allez peut-être avoir une petite vidéo éventuellement, là. J'ai lu 3 ouvrages autour de la guerre du Vietnam, ça pourrait arriver. M, c'est le fil qui relie les ouvriers des plantations de caoutchouc et les femmes des salons de manucure aux orphelins de l'opération Baby Lift, qui a évacué des enfants de Saigon en 1975. M, c'est celle qui aime. Ça dit pas grand-chose, mais c'est toujours facile de lire Kim Thuy, donc voilà. Ce sont les ouvrages que j'aimerais lire en juin. Je sais, c'est encore une pile, ma foi, assez consistante, un petit peu irréaliste probablement, mais si je me fais pas des piles irréalistes, qui serais-je? Donc voilà, et dites-moi en commentaire quel est le livre que vous aimeriez lire au mois de juin. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.